Bonjour, nous voici donc un nouveau numéro de lecture et poésie, après le petit intermède, et donc vous avez vu ce qu'il en est advenu. Mais aujourd'hui nous allons parler en fait de 5 livres, et plus précisément de deux, qui concernent d'une part le marché halal ou l'invention d'une tradition, et ensuite le frérisme et ses réseaux. C'est une enquête. Donc ces deux livres, ce sont de Florence Bergeau-Blacker, qui est donc sociologue, anthropologue et qui a fait une étude donc, sur ce phénomène. Je dirais aussi qu'on pourrait en faire également sur d'autres mouvements religieux comme l'évangélisme par exemple. Alors donc le premier livre c'est sur le marché halal ou l'invention d'une tradition. Alors après un historique donc du marché halal, l'auteur montre comment s'est développé ce marché sans qu'il n'y ait véritablement de normes définies au départ. Alors, la tradition islamique encadre la mise à mort des animaux, mais n'en fixe pas du tout les règles. Et selon l'anthropologue, c'est en fait un brigadier britannique qui instaura ce régime en raison de la demande d'Indiens, donc musulmans, qui ne voulaient pas manger la même viande que leurs homologues marins qui n'étaient pas musulmans. Alors, le marché halal, en fait, est une tradition inventée, comme Noël a pu l'être, ou d'autres fêtes religieuses. Alors, le débat en France sur le marché halal fut lancé par la candidate d'extrême droite Marine Le Pen en 2012 en disant tout le monde mange halal sans le savoir. Mais en fait, ce n'était pas vrai du tout, c'était simplement une affirmation qui était totalement infondée. En fait, ce courant fondamentaliste, donc, qui prône la- une rigueur au niveau de l'alimentation, se base sur une lecture tout à fait littéraliste du Coran et qui est aussi appelée salafiste. Alors pourquoi donc le marché halal a-t-il pris tant d'ampleur? Alors d'une part, le libéralisme en est la cause première, puisque toutes les portes furent ouvertes avec le libre-échange, et d'autre part, la population musulmane dans le monde représente un marché important. Alors, quelle réaction en fait des autorités politiques à ce phénomène? Alors, l'auteur explique, et je lis, la loi reconnaît qu'il existe un rite d'abattage religieux qui déroge au droit commun, mais elle ne définit ni le contenu ni le périmètre de ce rite. Alors, d'un autre côté, les industriels voudraient une norme unique pour faciliter en fait les pratiques, mais les États ne peuvent en imposer puisque de toute façon ils sont neutres par rapport à la religion, et d'autant plus que la France, par exemple, est un État laïque. Alors par ailleurs se pose évidemment l'opacité interne aux abattoirs, qu'elle soit pour le marché halal ou pour la viande d'abattage normale. Alors, et donc il est bien difficile d'avoir accès, même au niveau des sociologues qui effectuent des enquêtes. Alors, en conséquence, le débat autour de l'abattage en lui-même, avec étourdissement ou non, n'en finit pas de susciter des polémiques, d'autant que les religieux opposés aux experts se renvoient la balle et offrent en fait un dialogue de sourds. Alors, en ce qui concerne les données chiffrées, que ce soit pour les ventes ou le nombre d'animaux destinés à la consommation halal, il est bien difficile d'en appréhender effectivement l'exactitude. Toutefois, il y a une étude privée qui a estimé que le montant des achats de produits halal s'élevait à 4,5 milliards d'euros et qu'en plus 1 milliard était destiné à la restauration rapide. A noter que la France reste dans les 5-15 plus gros abatteurs du monde avec 1,4 million de têtes abattues et que de grands groupes tels que Fleury-Michon, Casino ou Isla Délice participent à ce marché halal. Donc vous aurez compris que, étant donné l'importance de la population musulmane, ce marché donc représente un gros potentiel pour les investisseurs, pour les industriels capitalistes. Alors, l'auteur centre aussi ses recherches sur le côté religieux, si je puis dire, de cette affaire. Alors, les frères musulmans se sont bien investis donc, dans ce marché halal, d'une part par l'éducation du musulman à l'éthique islamiste, et d'autre part à la dévotion morale de la région musulmane. Alors, l'auteur explique encore
que le marché ne peut devenir éthique, c'est-à-dire conforme à la charia, qu'en agissant sur les consommateurs, dès lors qu'ils prendront conscience de leur rôle et de leurs moyens d'action et d'oppression. Alors le consommateur, acteur musulman, doit être responsable dans ses pensées comme dans ses actes au quotidien. Respecter le Très-Haut, par exemple. Alors, sans se soucier effectivement de la cohérence de leurs propos, les frères musulmans assimilent l'éthique du halal à une activité économique capitaliste. Et en effet, l'éthique musulmane ne rejette absolument pas le capitalisme. Au contraire, et encore moins le libéralisme, puisque de toute façon, il s'intègre parfaitement à ce régime néolibéral, avec le portable, Internet et ses fantasmes qui font avec. Alors, pour que le consommateur accepte donc la marchandise halal, il faut donc être certain que l'animal soit abattu selon les règles. Alors, un homme certifié par les plus grandes mosquées françaises assiste donc à l'abattage dans chacun des abattoirs et confirme que l'animal donc a été bien abattu selon l'éthique musulmane. Alors, je n'ai pas abordé toutes les facettes donc, de ce marché halal et de ce livre, mais en le lisant, il vous permettra d'y voir plus clair et de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser ou légitimement se poser sur ce droit dérogatoire, puisqu'il existe aussi pour les juifs et pour d'autres religions. Alors pour conclure, je vous lis un extrait de la conclusion de l'auteur. Une tradition inventée ne renoue pas avec l'histoire. Elle fait table rase du passé, de l'héritage et de la transmission. Néolibéralisme et fondamentalisme religieux s'entendent fort bien pour donner naissance à des formes de pratiques religieuses nouvelles, prosélytes et intégrales, utilisant les nouvelles technologies et les ressorts de l'intelligence économique contre les démocraties. Alors voilà, en ce qui concerne donc ce premier livre. Alors, pour ce qui concerne le second, c'est le frérisme et ses réseaux, l'enquête donc qu'a menée pour ça Florence Bergeau-Blaclair. Alors, ce livre, en fait, qui est très récent, l'autre daté de 2017, se situe donc dans la continuité. Alors, il montre l'emprise en fait croissante des frères musulmans dans les sociétés occidentales, ou disons leur pénétration de plus en plus importante. Alors, il faut d'abord rappeler que le printemps arabe, durant lequel les populations donc, des pays du Maghreb se sont soulevées contre les régimes politiques en place, les frères musulmans profitèrent de ce moment de révolte pour accéder au pouvoir. Mais finalement, assez rapidement, les populations les désavouèrent puisqu'ils ne répondaient pas du tout aux attentes du peuple. Alors, après cette courte parenthèse, je vous donne ainsi le sommaire de ce livre qui va de la naissance de la confrérie des frères musulmans en passant par les principaux théoriciens de ce courant fondamentaliste. L'auteur développe aussi les structures actuelles qui œuvrent pour ce mouvement et bien entendu de la stratégie des frères musulmans avec ses alliés potentiels. Alors un regard aussi est porté sur les femmes musulmanes et sur l'éducation des enfants. Donc ce livre, cet ouvrage est assez complet et montre dans quelles conditions les frères musulmans se développent au sein de la société. Alors qu'est-ce que le frérisme ? Donc d'après l'auteur, ce serait un système d'action doté d'une vision du monde, d'une identité collective et d'un plan. Alors le frérisme est, pour citer l'auteur, un mouvement politico-socio-religieux, et le but ultime donc, des frères musulmans est la création d'un califat, puisque le dernier en date était en Turquie et fut renversé donc, par Mustafa Kemal Atatürk en 1924. Alors pour mémoire, Daesh créa un califat durant la guerre en Irak, et à noter aussi que deux identités se partagent en fait l'islam, les chiites 20% et les sunnites 80%. Et vous aurez compris que par exemple l'Iran, ce sont des chiites et qui sont tout à fait opposés aux sunnites. Alors je vais vous vous citer plus spécialement les principaux théoriciens de ce frérisme. Alors il s'agit de Sajid Keb de 1906-1966, qui fut un théoricien du djihad, Aboul Ala Mawadi, 1903-1974, qui développa l'écosystème de l'Islamic Way of Life. Alors, le premier, Qutb, est un guerrier, alors que ce dernier est plutôt un ingénieur.
À retenir aussi que Youssouf al-Qaradawi, qui est le théoricien par excellence du frérisme. Alors du côté des associations, il y a les principales qui sont l'AEIF, l'UDIF, qui est l'Union des organisations islamiques de France, aussi l'EMF qui représente les étudiants islamiques en France. Enfin, également, un chapitre très intéressant s'intitule « Requalifier la violence du présent en légitime défense historique ». Alors, il est question dans ce chapitre de l'Observatoire de l'islamophobie ainsi que de la Déclaration des droits de l'homme en islam. Alors, d'un point de vue politique, l'idéologie frériste vise à mettre en place un vote musulman pour peser sur les minorités politiques. Alors, on sait que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a recueilli 20% des votes de la population totale, mais 79% du vote des musulmans. Et par ailleurs, d'un point de vue moral et social, le frérisme enjoint de combattre donc les forces qui s'opposent à l'appel islamique et à la mission musulmane. Bon, il sera un peu trop long d'entrer dans les détails, comme par exemple dans l'affaire Rushdie, en citant par exemple aussi Tariq Ramadan, dont vous avez entendu parler. Alors, il faut noter aussi que le frérisme s'immisce, disons, dans les structures sociales, sportives, etc., et aussi dans les partis politiques, comme par exemple dans la France Insoumise ou le NPA, selon les dires de l'auteur. Alors, il est à noter quand même que pourquoi ce rapprochement? Parce que en fait, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. En fait, les ennemis, par exemple, de la France Insoumise ou du NPA sont l'extrême droite, le capitalisme, et il en est de même pour les frères musulmans qui combattent donc aussi l'extrême droite. Mais disons que ce brassage entre eux ne pourra guère durer longtemps puisque sur le fond, les points de vue divergent totalement. Alors enfin, de livre, l'auteur évoque le cas des sœurs musulmanes en donnant à lire les échanges qui ont lieu entre ces femmes. Alors il va sans dire que la majorité adhère avec scepticisme à l'idéologie, disons, religieuse, mais comme le communautarisme joue malgré tout son plein effet sur les indécises, elles acceptent la religion comme une nécessité. Quant à l'initiation des enfants à la religion musulmane, les mères donc jouent un rôle important qui est à la fois encouragé par la communauté frériste, mais également par la télévision, par Internet, pour compléter leur apprentissage religieux. Alors, en conclusion, Florence Bergeau-Blaclair nous invite à regarder en face ces problèmes religieux, que ce soit avec le frérisme ou avec d'autres sectes ou d'autres mouvements. Alors, il ne faut pas évidemment faire le lit du frérisme. Et l'État doit enfin sortir de l'islamophobie, qui est un mot sans aucun sens et dont les frères musulmans se servent en fait pour développer leurs actions. Alors pour conclure, je vous lis un extrait donc, de la conclusion de ce livre. Elle dit défendre des valeurs, c'est d'abord avant tout protéger ceux qui les affirment et les incarnent. Et la longue histoire des démocraties libérales se confond avec l'histoire européenne d'un exercice, celui des libertés qui nous revient aujourd'hui, femmes et hommes, de défendre, de réaffirmer et de réincarner. Alors, pour continuer après une courte pause, je vous parlerai ou citerai plutôt 3 livres sur la religion qui montrent pourquoi et comment en fait ce phénomène religieux, qui n'est pas propre donc aux frères musulmans, a pu se développer. Donc à tout de suite, merci. Donc nous voici donc de retour pour continuer cette lecture et poésie. Alors donc il s'agit de La Fabrique du musulman, dont je crois vous avoir déjà parlé, qui est de 2017, qui a été plusieurs fois réédité et qui reste d'une pertinente actualité. Alors, donc c'est Nedjib Sidi Moussa
qui a écrit ce livre aux éditions Libertalia, qui s'intitule La fabrique du musulman. Alors cet essai montre en fait comment les politiques publiques ont entraîné une fièvre identitaire, mais aussi un repli communautariste et le développement sous le compatissant du pouvoir de la religion, essentiellement dans les quartiers laissés donc à l'abandon. Alors je vous lis deux extraits de cet excellent ouvrage qui parle donc du conflit israélo-palestinien, dont aujourd'hui on mesure combien le problème aurait dû être résolu depuis longtemps. Et il aborde aussi l'islamophobie, dont on a parlé aussi dans le livre précédent. Il démontre aussi avec force et courage comment on a fabriqué en fait le musulman, si je puis me permettre cette expression. Donc un premier extrait, le conflit israélo-palestinien. Le traitement actuel du conflit israélo-palestinien est symptomatique des problèmes posés par l'absence de perspectives révolutionnaires sur ce territoire et de l'abandon d'un internationalisme conséquent par les dirigeants du mouvement ouvrier. Il découle encore des renouements multiples de la gauche israélienne et des capitulations successives des dirigeants palestiniens. Il témoigne enfin de la dérive culturaliste et différentialiste à l'œuvre dans de nombreux courants de la gauche française, trop heureux de se délester de ce fardeau. Vous avez compris qu'il émet un jugement assez catégorique et dont je partage tout à fait le point de vue. Alors, le second passage, donc, je vais vous lire. Alors, 10 ans plus tard, en fait, en parlant de l'islamophobie, 10 ans plus tard, en 2013, le terme islamophobie était largement diffusé dans le champ médiatique, notamment avec le Forum international contre l'islamophobie ou encore la création de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, mais aussi grâce à deux ouvrages qui le consacrent dans le champ intellectuel. Tout d'abord, celui du journaliste Claude Askolovitch, dont l'islamophobie, serait le visage soft de la contre-révolution coloniale, selon Ouria Boudebjila et Youssef Boussouma, ainsi que celui des universitaires Abdelhadjid, initiateur de l'appel des indigènes, et de Morwan Mohamed. Donc voilà, et ceci recoupe également le témoignage du précédent livre qui parlait que l'islamophobie en fait est un terme qui avait un non-sens, qui portait un non-sens en lui total. Ensuite, le second livre de Pascal Boyer, aussi, je crois, dont je vous ai parlé, Et l'homme créa les dieux. Donc je vais vous lire un extrait parce que ce livre est dense, il est complet et il explique en fait comment la religion a pu prendre naissance parmi l'humanité et pourquoi. Alors, donc je vous lis un extrait. La question, quand l'humanité a-t-elle acquis la religion, n'a de sens qu'après avoir décidé quelles parties de cette réalité composite sont essentielles au concept de la religion. Mais il y a une façon plus intéressante de procéder. La religion telle que nous la connaissons est certainement apparue en même temps que le cerveau moderne. Il est commode de faire remonter l'apparition des cultures de type moderne à l'explosion culturelle symbolique qui s'est produite entre 50 000 et 100 000 avant notre ère, marquée par un accroissement soudain du nombre et de la qualité des artefacts produits par les humains, dont une grande quantité d'objets nouveaux n'ayant pour certains aucune utilité pratique, et par l'utilisation de l'oc, par l'apparition de l'art pariétal et des premières pratiques funéraires élaborées, et ainsi de suite. Une grande différence avec les manifestations culturelles antérieures qui indiquent peut-être l'émergence de ces similarités à l'intérieur des groupes et différences entre groupes que nous appelons les cultures humaines. Voilà. Et enfin, le dernier livre, c'est Comment fabriquer une religion de Jean-Manuel Trémond. Alors, dans ce livre, il est bien question de fabrication, en fait. Comme je le disais auparavant, que ce soit pour la religion musulmane, chrétienne, orthodoxe et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ces deux livres empruntent donc le même phonème et on l'aura bien compris pourquoi. Alors, je vous lis également des extraits donc, de ce livre.
On pourrait distinguer dans le sympathique une sous-catégorie, le recyclage, car les survivances d'un culte à l'autre, ou plus précisément les justifications plus ou moins habiles pour justifier ces survivances, appartiennent au sympathique. On ne compte plus les exemples, par exemple les ailes des anges chrétiens prises aux ailes de victoire des Grecs, la résurrection du Christ prise aux résurrections d'Osiris, d'Atis ou de tant d'autres, la vénération grecque de saint Élias prise au culte d'Hélios, les cathédrales catholiques ou orthodoxes soigneusement élevées sur les ruines des temples païens, la circoncision juive prise aux Égyptiens qui pourrait bien avoir prise aux Africains, et les téphilim en cuir de bœuf directement descendus d'un culte totémique du taureau. Alors, le déluge de Noé, emprunté au déluge de Gilgamech, Noël en qui survivent aussi bien les calendes et les saturnales romaines que le Jules scandinave, et la récupération sélective et créative par saint Paul de ce qu'il lui fallait dans le judaïsme et le mysticisme hellénistique. Un plus court extrait maintenant. La religion, en tant qu'institution sociale, est l'ensemble des doctrines, des méthodes et des organisations qui permettent la religion, en tant que foi individuelle, à aider l'individu à prendre ses désirs pour des réalités. Et enfin, un dernier petit extrait qui concerne la virtualité en fait. Alors, 4 traits de l'espèce humaine favorisent particulièrement la croyance religieuse. Les limites de notre cognition nous forcent à utiliser la croyance comme mode banal, quotidien, d'appréhension du réel, et le langage nous habitue à considérer le virtuel comme réel. Et l'absence de récepteurs tactiles dans le cerveau nous laisse imaginer que notre corps n'est que la coquille d'une âme immatérielle. Voilà. Donc j'espère que vous prendrez plaisir, ou tout du moins vous serez intéressé par la lecture de tous ces livres, que j'ai moi-même donc bien évidemment lu et que j'ai beaucoup apprécié, et qui donnent vraiment un caractère, disons, bien défini de ce que peut être la religion, de ce qu'elle peut apporter effectivement, mais aussi de tout son dysfonctionnement par rapport à l'individu, qu'il soit femme ou homme. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à bientôt pour sans doute une nouvelle vidéo. Merci.